Donc, bonjour à tous, on se retrouve pour la dernière partie du cours de transcodage dans le cadre du module compression et transcodage d'images et de vidéos. Alors dans les premières parties, on avait vu les bases du transcodage, puis dans une deuxième, on avait vu comment paramétrer un transcodage, et dans une troisième partie, comment transmettre les fichiers transcodés jusqu'à l'utilisateur final. Dans cette quatrième partie, on va plutôt se concentrer sur les logiciels qui sont disponibles pour faire du transcodage chez vous à la maison. Donc voilà le plan de cette partie. Alors on va d'abord voir les logiciels qui sont tout faits, que vous pouvez facilement utiliser pour faire du transcodage. Ensuite on va voir le projet FFmpeg, qui est un transcodeur universel en ligne de commande. Et enfin, on va détailler un peu deux librairies de FFmpeg qui sont libavformat et libavcodec, qui vont nous servir dans un DTP. Alors, commençons tout de suite par les logiciels qui sont disponibles, et je vais notamment citer le transcodeur Super, qui est développé par eWriteSoft, et qui est gratuit, sous licence GPL, avec une version professionnelle qui est disponible également. Alors comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran, on a une interface qui est très simple, mais efficace, même si elle n'est pas forcément très agréable à regarder, et elle va nous permettre d'effectuer des transcodages assez poussés, puisque si on choisit notre fichier à transcoder, on va pouvoir venir sélectionner le codec que l'on veut à la fois pour l'audio et la vidéo dans le nouveau fichier que l'on veut générer. Et on va également pouvoir choisir les dimensions de l'image, le framerate, le débit, l'aspect ratio de la vidéo cible. Et derrière, du coup, le logiciel va faire les transformations nécessaires sur le flux, de manière à obtenir le format que vous avez sélectionné. Donc ça, vous pouvez le faire à la fois pour la vidéo et l'audio, et le logiciel crée le fichier conteneur contenant ces deux flux générés. Derrière ça, Super utilise des librairies qui sont très connues, qui sont FFmpeg, x264, qui est l'implémentation libre et open source du standard H264 AVC, et mencoder, qui est une suite de lignes de commande qui fait du transcodage. En termes d'autres transcodeurs, on peut notamment citer VLC, qui n'est pas seulement un player vidéo, mais qui peut aussi servir à faire du transcodage. Encore une fois, c'est basé sur FFmpeg, à la fois pour le décodage et pour l'encodage des fichiers que vous voulez transcoder. On a également VirtualDub, qui est un logiciel gratuit et open source pour faire de la capture et de l'édition de vidéos, et qui va vous permettre de faire des transcodages vers des formats à vie, donc sous Windows. Et enfin, je peux citer un encodeur qui est fait ici à Rennes, qui s'appelle le Titan File chez Atem, qui est un logiciel de transcodage professionnel, qui va supporter un très grand nombre de formats différents, à la fois pour de la production, pour ceux qui veulent mettre à disposition leur contenu, mais aussi des formats de type broadcast ou de streaming. L'avantage de Titan File, c'est qu'il va supporter vraiment n'importe quel codec pour faire du décodage, mais par contre, côté encodage, il va uniquement supporter les fichiers, les standards MPEG, donc MPEG-2, H.264 et H.265, puisque c'est principalement utilisé par les broadcasters. Voilà pour les logiciels qui sont disponibles, sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour faire des transcodages si vous avez besoin de manipuler vos vidéos chez vous. Maintenant, on va se pencher sur plutôt le projet FFmpeg, donc qui est utilisé par la majorité de ces logiciels tout faits. Donc qu'est-ce que c'est FFmpeg? C'est une suite universelle de transcodage. Donc c'est un projet qui va être gratuit et open source, et vraiment dédié au transcodage audio et vidéo. Donc c'est sous licence LGPL avec certaines parties en licence GPL. Et ça a été initialement lancé par Fabrice Bellard, en français, en 2000, et qui est maintenant hébergé par les serveurs mPlayer. L'avantage de FFmpeg, c'est qu'il va supporter vraiment beaucoup de codecs différents, et également de transformation sur les formats, sur les fichiers audio et vidéo. Donc tous les codecs que je vous ai présentés dans ce cours-là vont être supportés par FFmpeg, et il y en a plein d'autres également
qui sont dans FFmpeg. De même pour les transformations de signaux audio et vidéo que j'ai citées, elles sont toutes dans FFmpeg, et bien plus. Et également, il y a toute une partie qui va être la manipulation de fichiers Conda, de manière à pouvoir assembler et désassembler des flux audio ou vidéo dans un conteneur. Et comme je vous l'ai dit, FFmpeg, c'est vraiment utilisé par plein d'applications multimédia différentes. Donc je vous avais cité VLC ou le transcodeur Super, mais il y a aussi YouTube qui l'utilise, enfin, qui l'a au moins utilisé par le passé, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Il y a Google Chrome qui l'utilise pour tout ce qui est encodage et décodage. On a aussi Firefox qui l'utilise sur Linux uniquement. Voilà, mais il y en a plein d'autres. Alors, de quoi est composé FFmpeg? Eh ben, on a tout d'abord d'un côté des programmes en ligne de commande. Il y en a 3. Donc, il y a FFmpeg, qui est la partie principale du projet, et qui va contenir toutes les fonctions de transcodage, de filtrage et d'assemblage et désassemblage de flux. Donc ça va vraiment être la grosse partie du projet. Et ensuite, on a 2 petits sous-programmes. On va voir FFprop, qui va permettre d'extraire simplement toutes les métadonnées d'un conteneur, avec toutes les informations que l'on va pouvoir retrouver sur les flux qui sont contenus dans le fichier. Et enfin, on a FFplay, qui permet de faire du playback de contenu audio et vidéo en ligne de commande. Donc ça utilise la SDL pour faire l'affichage et les FFmpeg pour faire l'encodage et le décodage. Donc là, je vous ai mis un petit screenshot d'un lancement de vidéo à partir de FFplay. Donc ces 3 programmes-là, on va les utiliser assez largement dans les 2 premiers TP. Donc voilà, c'est important de les connaître. Et donc ces 3 programmes-là, ils vont se baser sur des librairies qui sont développées dans le cadre du projet FFmpeg également. Donc on peut notamment citer libavcodec, qui va contenir vraiment toutes les opérations natives d'FFmpeg concernant les encodeurs et les décodeurs. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les contributeurs d'FFmpeg ont réimplémenté tous les encodeurs et décodeurs qui sont inclus dans la librairie libavcodec, de manière à pouvoir avoir une performance qui soit digne de leur standard à eux, et que le code soit réutilisable très largement. Ensuite, on a la librairie libavformat, qui va contenir toutes les opérations que l'on peut faire sur des conteneurs de fichiers, donc principalement l'assemblage et le désassemblage de flux audio et vidéo. Et ensuite, on a 3 autres librairies qui sont libavfilter, pour tout ce qui est filtrage sur des signaux audio ou vidéo. On a libswscale qui va avoir toutes les opérations pour faire du redimensionnement d'image ou de la conversion d'espaces de couleurs. Et libswresample, ici là c'est pour l'audio, avec les fonctions de changement de fréquence d'échantillonnage. Voilà, donc il y en a encore d'autres qui existent, mais voilà, je ne vous les ai pas cités, là c'est les principales. Voilà, alors maintenant, on va vraiment se concentrer sur les 2 premières librairies que je vous ai citées, puisqu'on va les utiliser dans le 3e TP du module. Et plus particulièrement, on va voir tout le process pour décoder une vidéo. Alors, première étape, pour décoder une vidéo, ça va tout simplement être d'ouvrir le fichier qui contient notre flux vidéo. Alors ça se fait avec la fonction AVOpenInputFile, et ça va nous permettre de remplir une structure qui va contenir toutes les infos de métadonnées qui sont dans le conteneur qui contient le flux vidéo. On va notamment avoir le nombre de flux dans le fichier conteneur, donc à savoir l'audio, la vidéo, les sous-titres, etc. On va avoir dans un tableau toutes les caractéristiques de chaque flux, et puis on va avoir d'autres informations telles que le nom du fichier, d'autres métadonnées concernant le titre, l'auteur, quel album c'était, si jamais c'est une chanson, l'année, etc. Et puis on va avoir quelques autres infos sur la durée, la taille du fichier, le bitrate global du fichier contenant tous les flux. Voilà, donc une fois qu'on a cette structure-là qui est remplie, on va pouvoir s'attaquer vraiment au
à chaque flux conduit dans le fichier. Alors comment on fait ça? On va venir les récupérer avec notre fonction AVFindStreamInfo, qui va nous permettre de remplir une autre structure, ici AVCodecContext, qui va contenir toutes les métadonnées de chaque flux encodé. Alors on va notamment avoir le débit du flux en question, et après, en fonction de si c'est de la vidéo ou de l'audio, on va avoir des informations différentes. Si c'est de la vidéo, on va avoir les dimensions de l'image, l'aspect ratio qui va avec, mais également le format pivot qui a été utilisé. Et enfin, si c'est de l'audio, on va plutôt avoir des informations du type fréquence d'échantillonnage, nombre de canaux, etc. Voilà, donc là on a récupéré toutes les métadonnées qu'on avait besoin pour manipuler les flux audio ou vidéo. Et donc maintenant on peut aller voir vraiment en détail dans le flux encodé. La première chose à faire, ça va être de retrouver avec quel codec le flux a été encodé. Pour ça, on utilise la fonction AVCodec FindDecoder, et après, on peut ouvrir une instance de cet encodeur ou de ce décodeur en se basant sur le contexte et sur l'information qu'on vient de récupérer. Et donc ça, c'est une autre structure qu'on appelle AVCodec, qui fait contenir le nom du codec avec sa version courte, exemple H264 pour AVC H264, et son nom en version longue avec toutes les déclinaisons possibles, tous les noms possibles du codec. Et puis on va avoir d'autres informations, son type, savoir si c'est de la vidéo, de l'audio, du sous-titre, son ID, de manière à pouvoir récupérer et aller pointer sur des fonctions spécifiques à cet encodeur-là. Et après, en fonction de si c'est un codeur vidéo ou audio, on va avoir typiquement les formats d'image, les formats pivots d'image qui sont supportés, et si c'est de l'audio, plutôt toutes les fréquences d'échantillonnage qui sont supportées. Voilà, donc maintenant qu'on sait quel décodeur on doit utiliser, on va pouvoir commencer à lire le flux, et on fait ça avec la fonction AVReadFrame, qui va venir récupérer la prochaine frame dans le flux. Une fois qu'on a fait ça, on va vérifier si ce que l'on a récupéré contient vraiment quelque chose, et si c'est pas le cas, on arrête le décodage. Ça veut dire que soit le flux ne contenait rien, ou soit on est arrivé à la fin, tout simplement. Du coup, si on a récupéré quelque chose, voilà, on va avoir une structure AVPacket qui va contenir différentes informations sur la frame que l'on vient de récupérer. On va avoir notamment les timestamps, soit le presentation timestamp ou le decoding timestamp. On va avoir un pointeur vers les données qui sont encodées, qu'on va utiliser par la suite pour décoder. Et on va également avoir l'index du stream auquel cette frame appartient. Donc voilà, ça peut servir à retrouver le type de la frame que l'on vient d'avoir. Et enfin, on a la taille et la durée de cette frame. Ensuite, comme nous on va se concentrer uniquement sur la partie vidéo dans le cadre de ce cours, on va vérifier est-ce que ce qu'on a récupéré c'était de la vidéo. Si c'est le cas, on va venir décoder la frame que l'on a récupérée avec la fonction AVCodec décode vidéo 2, ce qui va nous permettre de remplir vraiment la dernière structure que je vais citer dans ce cours, qui est une AVFrame, et qui va vraiment contenir toutes les données de la frame décodée. Le principal, évidemment, c'est les pixels qui ont été décodés, qui vont être sur un pointeur de données qui va pointer vers les différents plans de l'image, donc à savoir les plans Y, U et V, puisque à ce niveau-là, on est dans des formats pivots. Ensuite, on aura différentes informations sur l'image, donc à savoir sa dimension principalement. On va aussi savoir est-ce que c'était une image de type I, P ou B dans le flux encodé. Ça peut nous servir pour des opérations que l'on va faire derrière, une fois que l'image est décodée. Et on va également trouver des informations plutôt de type temporel, avec les timestamps de l'image, mais également
leur numéro, soit en ordre de décodage, soit en ordre d'affichage. Voilà, donc une fois qu'on a décodé notre image, et ben on va pouvoir on va d'abord vérifier est-ce que ça a vraiment été fait, et si c'est le cas, ben, on va pouvoir faire d'autres opérations. Typiquement, on va pouvoir filtrer, on va pouvoir redimensionner, toute une multitude d'opérations qu'il est possible de faire une fois qu'on a décodé, et de l'afficher, pour pouvoir l'afficher après. Et enfin, une fois qu'on a fait tous nos opérations supplémentaires, eh ben, on va revenir à l'étape numéro 5, afin de lire la prochaine frame, et avancer dans le flux vidéo. Et donc on fait ça jusqu'à la fin du fichier vidéo. Voilà, donc si on récapitule, on a 11 étapes différentes pour décoder un flux vidéo. Et donc c'est ce que vous allez faire dans le TP numéro 3 du module. Donc je ne rentrerai pas plus dans les détails dans le cadre de ce cours, on verra vraiment plus comment ça marche et quelles fonctions il faut appeler en TP. Voilà. Donc c'est la fin du cours. J'espère que ça vous a plu, que vous savez maintenant comment faire un transcodage, comment le paramétrer et le transmettre à l'utilisateur final, et donc vous avez une meilleure compréhension de comment marchent des applications que vous utilisez tous les jours comme YouTube ou Netflix. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, et merci d'avoir suivi.